Bienvenue sur notre webinaire pour décrypter la loi de finances 2023 et découvrir les impacts de la facturation électronique sur les entreprises. Pour ceux qui sont en webinaire, on commence par la partie liée à la fiscalité des particuliers, donc plutôt l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu les barèmes ont été revus à la hausse de 5,4% pour tenir compte de l'inflation tout simplement. Donc ça, ce sont les tranches d'imposition. Donc voilà, avec les taux marginaux d'imposition. Attention à ne pas confondre avec les taux moyens d'imposition. J'enverrai les supports, bien entendu. Vous avez pas besoin de prendre des notes. Et il y a des petits commentaires sous les supports. Donc, Par contre, les taux, ils n'ont pas changé. les taux n'ont pas changé. Non, juste les tranches. Donc, quand quelqu'un dit « Oh là là, attention, je paye de l'impôt sur le revenu à 30%, c'est pas parce qu'il est dans la tranche marginale d'imposition à 30% qu'il paye tout à 30%. Hein, parce que effectivement, s'il touche 30 000 euros, c'est 30 000 moins 26 000 fois 30, 26 000 moins 10 000 fois 11, et le reste, c'est à zéro. Donc, attention entre les taux marginaux et les taux moyens d'imposition à bien faire. Je rappelle. Au niveau de l'avantage lié au quotient familial, il est aussi revu à la hausse comme chaque année. Donc, par demi-part, au-delà d'une part, c'est l'économie d'avoir un enfant est limitée à 1 678 € cette année. Ensuite, pour les parts accordées au titre du premier enfant à charge aux personnes célibataires, c'est 3 959. C'est juste des revalorisations. Hein. Accordées au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes. Ça ne change pas le principe. Pareil sur les avantages liés aux enfants majeurs. Les enfants majeurs peuvent être soit rattachés au foyer fiscal, soit détachés. Et du coup, à ce moment-là, il y a des pensions alimentaires qui sont calculées avec des plats. Donc, l'épargne, c'est que des revalorisations. 6 328 contre 6 042, 12 736 contre 12 084, etc. Pour les personnes qui payent peu d'impôts sur le revenu, il y a une décote qui est prévue. Donc là, c'est pareil, ça a été revalorisé à la hausse comme tout. Je passe sur le calcul. Pour les employeurs établis hors de France, donc à compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu et plus à la retenue à la source des revenus de source française imposables en France, et versés par quelqu'un de l'UE ou comme ça. Donc, c'est plus retenu sur leur salaire, en fait, c'est quelque chose qu'ils doivent verser comme les indépendants qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas bulletin un salaire. C'est un acompte qui est prélevé sur leur compte bancaire personnel. Petit changement, donc ça c'est à la baisse pour une fois. Sur 2022, il est possible de moduler les prélèvements à la source sur impôt.gouv, espace particulier, s'il y a une différence de revenus estimée à 5%, alors qu'avant c'était 10%. Donc voilà, donc sachez que s'il y a une augmentation ou une diminution de 5% des revenus, vous pouvez moduler votre prélèvement à la source sur impôt.gouv. Par la demande sur l'espace en ligne. Tout se fait en ligne maintenant. Tout est automatisé. Vous avez aussi votre messagère en ligne personnelle sur laquelle vous pouvez écrire et vous avez votre historique et les choses. C'est intéressant à savoir. Pour le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, donc pour certains services limitativement énumérés par la loi, donc garde d'enfants, jardinage, assistance aux personnes âgées, etc. Bien sûr, il y a un crédit d'impôt sur l'emploi des salariés à domicile. Donc dès 2023, l'administration fiscale veut encore plus d'informations en fait sur qui est bénéficiaire, etc. Quelle est l'adresse, quelles sont les factures qui ont été payées. Donc déjà, avant, on indiquait pas mal de choses sur la déclaration d'impôt sur le revenu, notamment sur l'adresse, mais là, il va falloir encore plus de justificatifs qui arrivent bien à tracer d'où vient l'argent. Oui. C'est différent si c'est
les enfants, le jardinage, etc., l'assistance informatique, etc. En parlant de garde de jeunes enfants, donc ça, ils en parlaient dès le dernier trimestre 2022. Donc, ils ont rehaussé ce seuil. Il est passé de les dépenses prises en compte pour les frais de garde de jeunes enfants, pour le crédit d'impôt, il passe de 2 300 à 3 500 euros par enfant à charge, ou 1 750 quand l'enfant est en garde partagée. Donc, ça incite à faire garder les enfants. Le crédit d'impôt pour acquisition et pose de système de charge véhicule électrique, en fait, il est juste prorogé. Il ne change pas. Il est toujours limité à 300 euros. C'est toujours 75% des dépenses éligibles, mais il est prorogé de 2 ans. La réduction d'impôt pour souscription au capital de PME Madelin. Ah, j'ai des personnes dans la salle d'attente, virtuelles, je les fais rentrer. Je peux perdre, je les fais rentrer. J'ai vu une notification qui est déjà entendue dans la salle d'attente, mais quand on voit les participants, j'ai personne en salle d'attente. Ça doit être bon. Ouais. Ok, on revient, désolé. Donc, réduction d'impôt Madelin, le taux de cet avantage fiscal, donc il y a toujours un décalage entre les souscriptions qui sont au premier trimestre de chaque année, le temps que le décret y passe, en fait. Donc, en fait, ceux qui souscrivent au capital de PME en début d'année, ils sont désavantagés parce que le taux, il est à 18% et le temps que le décret passe, après, il passe à 25%, souvent vers mars. Donc, le taux de 25%, il est maintenu pour les versements effectués à compter d'une date fixée par décret, ce sera sûrement en mars, pour jusqu'au 31 décembre 2023. Donc ça, il y a plusieurs conditions, notamment d'embaucher des salariés avant la clôture du deuxième exercice, etc. Pareil sur la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement d'innovation et de fonds d'investissement de proximité. Le taux est maintenu à 25% jusqu'au 31 décembre 2023. Ce sont des prorogations. Une dérogation qu'a obtenue la France par rapport à l'Union européenne, une négociation avec Bruxelles pour obtenir un taux qui était porté limite à 25%. Il y a aussi une réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires. Donc, ce taux est aussi à 25% jusqu'au 31 décembre 2023. Dans le diaporama, vous aurez les conditions pour bénéficier de ces réductions d'impôt. Donc, je vous épargne de tout ça. La réduction d'impôt pour les dons, donc sur l'impôt sur le revenu, c'est une réduction d'impôt qui est égale à 60% du don. Elle est étendue aux dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers. Ça s'entend à cause des incendies de cet été. C'est adapté aux problématiques de ces personnes-là qui gèrent des forêts, qui ont besoin d'argent. Et toutes ces associations qui sont éligibles aux dons doivent fournir un reçu fiscal pour avoir droit. La taxe annuelle sur les logements vacants, donc elle existe depuis 2012 ou 2013, mais là, ils l'ont étendue. Elle peut s'appliquer dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Et aussi dans les communes qui ne respectent pas les conditions où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. C'est pour pousser les propriétaires en fait, à louer les logements dans les zones tendues par les offres de location. Donc là, on attend le décret qui fixera la liste des communes où la taxe est instituée. Le communisme.
La taxe d'habitation sur résidence secondaire, donc on attend aussi les délibérations des communes jusqu'au 28 février pour instituer donc la taxe d'habitation sur les logements vacants et la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc ça, tout ça sont des décrets communaux. Oui, parce qu'un petit rappel, les résidences secondaires actuellement, elles payent la taxe d'habitation toute plein pot. Et là, ce que ça suppose, c'est qu'il va y avoir une majoration en plus par rapport à la base de 100% qu'on avait jusqu'à présent sur la résidence principale. Non, on peut avoir une surcoût. Bien de récupérer sur la résidence secondaire, ce qu'il y a plus sur la résidence principale. La révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, elle est repoussée. Elle était prévue au 1er janvier 2023. Elle est repoussée au 1er janvier 2025. Donc, cette valeur locative, elle sert comme base, par exemple, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. Donc, ça, c'est repoussé. Ça fait repousse d'année en année. Chantier compliqué. Oui, très compliqué. La réduction d'impôt Malraux, donc pareil, prorogation jusqu'au 31 décembre 2023. Donc ça, c'est vraiment des investissements de restauration immobilière dans des quartiers strictement définis pour voilà, rénover des habitats anciens déclarés d'utilité publique. Donc c'est quand même des conditions très, très strictes. Sur l'impôt sur le revenu, on est toujours sur l'exonération d'impôt pour les ventes réalisées au profit d'organismes en charge du logement social. Donc ça, ben, voilà, c'est pour favoriser les logements sociaux. Donc l'avantage fiscal est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Et pareil, il y a toujours une exonération d'impôt pour la vente d'un droit de surélévation. La loi de finances a créé une surtaxe sur les plus-values immobilières pour les biens situés en Corse. Donc, pour limiter le phénomène de surspéculation immobilière en temps. Donc ça, c'est sur plutôt les propriétés bâties, hein, puisque les terrains à bâtir ne sont pas concernés. Pour la location meublée d'une partie de la résidence principale, donc il y a une exonération sur cette location. Si donc ça fait partie bien sûr de la résidence principale, si c'est bien sûr ça concerne la résidence principale du propriétaire, et il loue une partie de sa résidence principale à quelqu'un qui loge sa résidence principale. À ce moment-là, il y a exonération de la location. Et il y a aussi une exonération de la location si c'est un contrat saisonnier. Voilà. C'est du Airbnb booking, en fait. Non. Là c'est plutôt sur du Airbnb, c'est pas de la résidence principale du locataire. C'est vraiment, par exemple, une chambre d'étudiant tout au long de l'année, par exemple, sur 10 mois sur 12. Mais du coup, le Airbnb, il est imposé à partir de 760 € par an. Il y a une tolérance jusqu'à 760 €, mais après, c'est imposé. Donc, il y a vraiment une exonération que si le locataire, il en fait sa résidence principale ou il a un contrat saisonnier, mais bon, de 3 mois, d'une semaine. Donc, voilà, effectivement, ça peut être un Airbnb sur 3 mois comme ça. Mais Airbnb vacances, ça n'en fait pas partie. Ouais. Les déficits fonciers. Donc, le déficit foncier, il est imputable sur le revenu dans la limite de 10 700 € par an. L'État a mis une limite à 21 400 pour favoriser les dépenses de travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est pour tous les devis qui ont été passés à partir de novembre 2022, qui font que le logement il passe dans une classe énergétique meilleure. Donc, ça, c'est jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc là, on a le droit d'imputer un peu plus sur les revenus globaux pour pousser à faire des travaux énergétiques. Bref, bien entendu, le reportable sur le revenu foncier des années antérieures. C'est même mécanique, sauf qu'on a un petit avantage, c'est que
l'année où on fait les travaux, on peut déduire un peu plus sur le revenu global. La partie sociale, je te laisse les. J'étais endormie, non, je peux bon. Donc, du coup, il y a pas mal d'expérimentations cette année, on va voir au fur et à mesure des diapos. Donc, c'est par rapport à un certain type de service à la personne, notamment pour des personnes handicapées, personnes âgées, à retrouver des aides donc, spécifiques. Et ils vont faire un principe de compensation avec ce qu'eux-mêmes, ils doivent verser à des personnes qui viennent les aider en service à la personne, ce qui permet de moins sortir d'argent. Donc, c'est à titre expérimental. Au niveau du CESU, alors là, c'est pareil, hein, c'est des mesures sociales qui sont expérimentales aussi, donc qui vont s'étendre. Il y avait un test qui avait été fait, notamment pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ils avaient droit à un certain nombre de titres pour payer des personnes au titre de service à la personne. Et là, selon le texte qui va rentrer en vigueur, il y a une prise en charge directe par l'organisme de recouvrement, donc du CESU. Le principe, c'est essayer de ne pas faire des mouvements d'argent en sortie ou en rentrée et essayer de faire payer le net. Voilà. C'est pour éviter aussi les problématiques financières à ne pas pouvoir payer le service à la personne. Date d'entrée en vigueur de cette mesure, donc c'était fixé au 1er janvier 2023, mais en théorie, ça va être au cours de l'année 2023, parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais c'est en voie de préparation. Alors là, il y avait très peu de mesures applicables aux particuliers, mesures sociales. On va voir les mesures applicables aux travailleurs indépendants et aux dirigeants. Alors, donc là, j'espère que vous allez me suivre. Lors de la crise Covid, les travailleurs indépendants qui étaient micro-entrepreneurs, donc ceux qui déclaraient chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires à leur SAF, sur le site spécifique des micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, c'est la même chose. Ils ont eu droit, au moment où il y a eu les périodes d'arrêt de l'activité en France, à une exonération des charges sociales sur le chiffre d'affaires concerné, les mois concernés, donc les mois où la France elle a été paralysée. Mais sur le plan fiscal, ça continuait à être fiscalisé. Donc en fait, il y avait un peu un système à deux vitesses où on déclarait pour que les charges sociales soient calculées chaque mois ou chaque trimestre, mais à la fin de l'année, il y avait aussi une exonération fiscale au moment où on déclarait, parce qu'on ne déclarait pas tout. Mais à la fin de l'année, on est censé reconstituer pour l'administration fiscale le montant réel total des recettes qu'on a perçues dans l'année pour que l'administration fiscale calcule le bon impôt sur le revenu. Donc, comme il y a eu des périodes compliquées en 2022, en ce qui concerne le Covid, donc le dispositif qui avait été mis en place pour 2020-2021, les années Covid fortes, il a été prolongé pour 2022. Et après, en théorie, 2023, vous allez voir qu'il y a de moins en moins de mesures pro-Covid, donc c'est la fin des mesures d'aide. Ensuite, les dispositions applicables aux entreprises. Attends, c'était pas toi, ça? Si. Ah, pardon. Vous avez vu, ça a été rapide. Non, après, je réinterviens. Je ne vais pas te mettre. Parce que là, on revient aux mesures fiscales applicables aux entreprises. Après, je ferai une autre part sur les entreprises, les mesures sociales. Donc là, on passe sur la partie des professionnels. Au niveau des subventions d'équipement, quand une entreprise investit sur un équipement supérieur à 500 € et qu'elle a une subvention, on doit normalement étaler le produit comme on étale l'amortissement. En fait. Voilà. Là, c'est le dispositif d'étalement qui s'applique dorénavant aux subventions d'équipement accordées par les organismes européens et aussi pour la réalisation d'économies d'énergie. Donc là, c'est juste une mise au clair sur le champ d'application de l'étalement des subventions d'équipement d'investissement. Donc, par exemple, un matériel qu'on achète 500 000 € et qu'on amortit sur 5 ans 100 000 €, ben, pareil, on a une subvention à 300 000 €. Quand on reçoit 300 000 €, on étale sur 5 ans. Donc, sur le résultat, c'est équilibré. La charge est équilibrée, le net est équilibré sur 5 ans.
C'est une obligation ou une option? C'est une obligation. Au niveau du taux d'impôt sur les sociétés, donc le taux normal d'impôt sur les sociétés est maintenant fixé à 25% et il ne bouge plus, puisqu'avant il était à 33%. Et il a diminué, voilà, on a eu des années de baisse de ce taux jusqu'à arriver au taux de 25%. Ensuite, pour les PME donc qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, avec le capital entièrement libéré et détenu par des personnes physiques directement ou indirectement, elles ont droit au taux à 15% qui était là jusqu'au montant de 38 120 €. Ce montant de 38 120 €, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été relevé. Donc maintenant, il est passé à 42 500 € et ça concerne les exercices à partir du 31/12/2022. Donc là, les bilans des 31/12/2022 bénéficient, donc sur les PME, bénéficient d'un taux d'impôt sur les sociétés de 15% fois 42 500 €. Bon, ça fait juste gagner 438 € pour l'entreprise. C'est pas un gros cadeau. C'est pas un gros cadeau, on dirait, mais en fait, voilà, ça fait 438 €. C'est déjà ça, mais c'est voilà. Sur 10 ans. Voilà. Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça, c'est pour encourager les dirigeants à se former. Donc c'est un crédit d'impôt qui est égal au taux du SMIC fois 40 heures maximum par an. Ça va pas loin. S'il fait 60 heures de formation par an, ben, il a qu'un crédit d'impôt sur 40 heures. Et il est indemnisé qu'au taux du SMIC. S'il rémunère plus que le SMIC, effectivement, ce n'est pas compensé, mais c'est déjà une petite compensation. Le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments, donc ça, c'est toutes les sociétés qui engagent des travaux, donc de chauffe-eau solaire, de pompe à chaleur, etc., sur des locaux où elles exercent une activité industrielle, commerciale, etc. Donc voilà, il est réactivé et il est à l'identique, il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc voilà, l'État encourage toujours les dépenses de rénovation énergétique, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Surtout dans le contexte actuel. Voilà, sachez qu'il y a un crédit d'impôt pour investissement encore, donc sur les rénovations d'hôtels, etc. Voilà, donc celui-là, il est prorogé de 4 ans jusqu'au 31 décembre 2027. Mais c'est pour travailler en Corse, pas pour y habiter. Ouais. Voilà, plutôt sur les meublés de tourisme, le transport, etc. Au niveau des jeunes entreprises innovantes, ce qui change, c'est qu'elles peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante que si l'entreprise a été créée depuis moins de 8 ans, alors qu'avant c'était moins de 11 ans. Donc les jeunes entreprises innovantes ont des avantages sur l'exonération d'impôt sur le bénéfice, l'exonération de taxes foncières et l'exonération de cotisations foncières des entreprises. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, pour qu'elles en bénéficient, il faut qu'elles soient jeunes, que ce soit une entreprise et qu'elles soient innovantes. Déjà, si vous retenez ça, c'est parfait. Réduction d'impôt mécénat. Donc là, les entreprises, elles ont droit, quand elles versent un don, à 60% du don versé. Donc là, la liste des organismes éligibles est élargie. En fait, elle est élargie comme pour l'impôt sur le revenu, pour l'investissement sur la gestion forestière. Voilà. Au niveau de la transmission d'une universalité de patrimoine, l'État a mis au clair tout un débat sur les régularisations de TVA. Par exemple, quand une entreprise individuelle est apportée entièrement à une société, il n'y a pas de régularisation de TVA à faire. Voilà, ce type d'opération, donc ce type d'apport d'opération de transmission entière du patrimoine échappe à la TVA. Voilà.
Sur les obligations en matière de facturation et donc la facture électronique, je ne vais pas détailler ce slide puisqu'il y a un diaporama de plusieurs pages que Martin vous présentera. À partir du 1er janvier 2023, l'administration fiscale a créé le groupe TVA. Donc, c'est au sein d'un groupe, en fait, il n'y aurait qu'une seule société qui paierait la TVA de tout le groupe. C'est pour éviter de dire entre les échanges intra-groupes, quand les sociétés se refacturent des choses, d'avoir à la fois de la TVA déductible d'un côté, de la TVA collectée de l'autre. Voilà, il existait déjà la consolidation de TVA. Donc là, ils ont créé le groupe TVA. Bon, ouais, sachez que ça existe pour quand il y a beaucoup de flux intra-groupe. Et par contre, il fallait arrêter la liste des sociétés avant le 10 janvier. Donc, effectivement, il faut être très rapide pour le mettre en place chaque année. Ils ont mis au clair aussi l'administration fiscale quand est-ce qu'on doit obligatoirement obtenir un numéro d'identification à la TVA. Donc, ils ont détaillé la liste des situations où on n'est pas obligé d'obtenir un numéro d'identification à la TVA. C'est vraiment pour des opérations exceptionnelles. Il y a eu une réforme de l'entreprise individuelle en 2022, donc on n'a plus le droit de parler d'EIRL. Maintenant, ce sont des entreprises individuelles ou des entreprises individuelles assimilées à une EURL. Donc là, ils ont mis au clair sur le calcul des droits d'enregistrement quand on cède une entreprise individuelle qui a opté pour une assimilation à une URL. Autrement dit, quand elle paye de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, c'est assimilé à une cession de droits sociaux au niveau voilà, des calculs. Il y avait un vide. Il y avait un vide, c'était pas clair. Il y a encore beaucoup de vide sur cette réforme de l'entreprise individuelle. Donc, au moins, ils ont mis au clair ces droits d'enregistrement sur les cessions d'entreprises individuelles. Maintenant, il y a une taxe annuelle sur les bureaux dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Cette taxe annuelle sur les bureaux concernait avant que l'Île-de-France. Donc, tous les bureaux en Île-de-France, les propriétaires devaient la payer. Et maintenant, voilà, élargie au département Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. Et pareil, donc ça concerne les bureaux, locaux commerciaux, locaux stockage, surface de stationnement. Ça, c'est à partir du 1er janvier 2023. Donc, on revient sur la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France. Sont exonérés de cette taxe les emplacements attenant à un local commercial aménagé pour l'exercice d'activités sportives, des salles de sport attachées aux entreprises. Ça sera taxe sur les bureaux. Les bureaux, les parkings. Favoriser le sport en entreprise. Donc, ça fait un moment qu'on parle de la suppression de la CVAE, donc cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle sera supprimée totalement en 2024. En 2023, elle est diminuée de moitié. Ça fait plusieurs années qu'il la diminue de moitié chaque année. Donc, pour 2023, les taux sont encore diminués de moitié. Et puis, en 2024, on ne parlera plus de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises concerne que les sociétés qui font plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, ça peut faire des montants importants. Oui. Ça, c'est une réforme. Autant on a vu quelques mesures qui étaient plutôt des mesures light, autant ça, par contre, ça a un impact financier assez important pour les sociétés de santé. Ça me permet de rebondir sur la diapo d'après. Donc, il y a quand même un plafonnement sur la cotisation de la valeur ajoutée. Elle est plafonnée, donc on peut demander un dégrèvement quand on dépasse. Donc, il y a un formulaire exprès pour demander le dégrèvement entre donc la CET qui est à la fois donc, dans la CET, cotisation économique territoriale, il y a à la fois la CVAE, donc ce dont je vous ai parlé, et la CFE, cotisation foncière d'entreprise, donc l'ancienne taxe professionnelle. Celle-là, donc il y a toujours un plafonnement. Donc maintenant, vu que la CVAE diminue, le plafonnement n'est plus à 2%, il passe à 1,6225 en 2023. La CVAE, c'était une mesure qui avait été mise en place
il y a longtemps maintenant, et qui était profondément injuste pour ceux qui réalisaient de la valeur ajoutée, justement, parce que certains, ça leur a plombé totalement leurs bénéfices. Le modèle économique était sain, et c'est devenu une taxe vraiment très lourde pour certaines structures qui pouvaient rajouter. Mais elle est Sans plafonnée. raison. Elle est plafonnée. Mais elle est plafonnée, mais malgré tout, malgré le plafond, pour certains, c'était une énorme part de bénéfices qui partaient en taxes. Les gros changements, finalement, ils impactent les ressources des collectivités territoriales. Oui. 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 Tout à fait. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Bah ouais. Ouais. Et des mesurettes, et puis après, on supprime les ressources des collectivités locales. Oui. On est d'accord. Ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est attaqué petit à petit. Ouais. Surtout que les valeurs locatives, la revalorisation est reportée de 3 ans, donc par rapport aux recettes qui vont augmenter, eux, ils peuvent attendre 2025-2026. Et il va y avoir quelque chose d'intéressant cette année, parce que si vous vous connectez à votre compte fiscal en ligne actuellement, vous avez accès à un tout petit truc mal classé. Ça s'appelle Je confirme les personnes qui habitent dans mon logement, donc en particulier. Là, vous listez toute la liste des personnes. En fait, ils vous font faire leur boulot parce qu'ils n'ont pas pu le faire dans les temps. Donc, ils vont demander au contribuable cette année de déclarer la liste des occupants, les superficies. On doit confirmer les superficies, le nombre de pièces, ceci, cela. Et ça va leur permettre de mettre en jeu leur supercalculateur sans avoir de travail administratif pour qu'on ait des propres contrôleurs de l'administration fiscale. C'est pas le faire avant le 30 juin, ça non? Mais on n'en parle pas beaucoup dans la presse. C'est une obligation. On en parlera, nous, parce qu'on envoie des newsletters régulières et du coup, on vous informera. Mais ça concerne surtout les particuliers pour l'instant. Et on diffusera l'information dès lors qu'elle sera bien correctement diffusée par l'administration fiscale elle-même. Pareil sur la valeur locative des locaux professionnels. Du coup, les résultats de l'actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025. Tout reporté. Et je passe la main à Léa. Ah oui. Ouais, il n'y a pas de titre pour enchaîner. Donc là, on s'intéresse maintenant aux entreprises avec les mesures sociales qui concernent les entreprises. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être ça vous intéresse moins, le social de l'entreprise, ça dépend, c'est moins axé fiscalité, c'est sûr. Il était envisagé que l'URSSAF collecte la totalité de ce que collectaient les caisses de retraite aujourd'hui, sauf qu'il y a eu un combat en janvier. Et pour l'instant, le gouvernement a reculé, donc cette mesure ne sera plus applicable. Je vous le dis, elle est repoussée à plus tard pour la paix sociale, parce qu'aujourd'hui, au gouvernement, il y a une grosse discussion sur la loi retraite future, donc ils ne voulaient pas polluer le débat. Et dire que l'URSSAF était tentaculaire et était une énorme administration qui collectait tout l'argent de toutes les entreprises, au final, quasiment tout. Maintenant. Donc, c'est repoussé. Mais c'était prévu, c'est prévu dans la loi de financement. Ensuite, ça, c'est une mesure qui avait été mise en place en 2021-2022, année Covid, pour favoriser le rachat par les salariés d'une entreprise de titres de cette entreprise. Donc, à l'époque, normalement, la loi, initialement, elle disait que le forfait social, un forfait social, ça veut dire charge sociale patronale applicable à ce genre de transaction, il était de 10%. Ils l'ont suspendu pour les années 2021 et 2022 et ils le suspendent à nouveau pour l'année 2023. Donc, ceux qui ont des opérations à faire avec leurs salariés pour qu'ils rachètent des titres, en fait, il y a un petit avantage social, à savoir, il n'y aura pas les 10% de charges sociales patronales sur ces transactions. C'est à retenir. Alors là, on attend un décret. Mais il y a eu une grosse réforme relative au compte personnel de formation. Alors, durant ces 2 dernières années, vous avez peut-être entendu parler que beaucoup de sociétés avaient exagéré et avaient ponctionné les comptes de certaines personnes sans que ces personnes n'aient compris ce qui s'était passé, en se connectant à leur espace en ligne et en souscrivant des formations fictives pour pomper l'argent public.
Donc, c'est pas ce qui est dit là, hein, dans la diapo, mais en gros, l'État a réfléchi au compte personnel de formation, au modèle actuel, et donc il a déjà interdit les sollicitations commerciales pour les comptes personnels de formation. C'est maintenant interdit. Tout démarchage est interdit. Mais il va plus loin. Il doit fixer par décret, et là le décret n'est pas sorti malheureusement, un montant de participation obligatoire à chaque coût de formation. Parce qu'en gros, avec l'ancien système, on pouvait pomper 5 000 € en une seule fois et c'était fini, c'était invisible. Là, il y aura des étapes intermédiaires et en plus, seul le titulaire du compte peut se connecter, en théorie. Bon, après, les hackers, ils peuvent toujours faire. Mais c'est moins facile qu'avant. Donc, c'est à suivre, on attend un décret. Sauf pour les demandeurs d'emploi, les titulaires de compte, lorsqu'il y a eu un abondement en droit complémentaire, eux, il n'y a pas de participation qui sera demandée. Nous, on attend le décret, on vous communiquera les infos quand on les aura. Le Covid. Alors, le Covid, il y a plusieurs mesures, plusieurs niveaux de mesures. Donc, déjà, il y a la mesure générale, le PGE. Vous en avez tous entendu parler, créé au cours de l'année 2020. Qui n'a pas arrêté d'être prolongé et il est prolongé à nouveau pour une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2023 pour ceux qui n'auraient pas souscrit ces prêts et qui auraient une utilité particulière pour cette année. Donc, c'était censé s'arrêter en 2022. Et après, c'est pas indiqué dans la diapo, mais on peut aussi renégocier pendant toute l'année 2023 les conditions de remboursement du PGE lorsqu'on a des difficultés financières pour respecter le plan de remboursement initial. Alors là, c'est assez drôle aussi. Le pendant de l'administration des URSSAF, c'est l'administration fiscale. Impôt.gouv, ça reste impôt.gouv, ça devient tentaculaire. Donc, alors là je sais bien que je suis dans le social, mais c'est le contrôle fiscal et social. Et là, il a été prévu par la loi de finances que les impôts, donc les impôts classiques qu'on connaît, vont récupérer toutes les taxes, un certain nombre de taxes qui étaient captées par les douanes. Transfert de responsabilité. Donc, il y a un certain nombre qui sont listés, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers, contributions sur les boissons non alcooliques, etc. Avant, l'administration qui était responsable de cette collecte, c'était les douanes. Aujourd'hui, ce seront les impôts classiques des GFIP qui vont nous demander de déclarer un certain nombre de taxes sur les déclarations annexes de TVA, notamment. Donc là-dessus, l'administration fiscale devient monstrueuse, énorme. Donc elle a de plus en plus de responsabilités et elle collecte de plus en plus d'argent. Le privilège du trésor. Alors là, c'est juste des petits aménagements. Autrefois, quand quelqu'un avait des dettes et un contrôle fiscal, le Trésor passait avant tout le monde pour un certain nombre de dettes fiscales, notamment l'IS, CFE, etc. Et le privilège du Trésor, à savoir passer avant les autres créanciers, il sera plus applicable pour le recouvrement des taxes qu'on a vues, notamment tout à l'heure, des taxes, des petites taxes. Les taxes annuelles sur les locaux à usage de bureau, etc., etc. Il passera comme les créanciers classiques. Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, donc ça y est, on est dedans. Lorsque un particulier reçoit un avis de vérification, quand une société reçoit un avis de vérification qui est en même temps une vérification de la situation fiscale personnelle du dirigeant, normalement, dès le premier document qui sera envoyé au contribuable, il y aura la liste de tous les comptes connus par l'administration fiscale qui sont susceptibles d'être analysés, pour être poli. Analysés et sur lesquels ils peuvent demander des explications. Mais en cours de contrôle, il peut se rajouter d'autres comptes qui étaient inconnus de l'administration fiscale au moment de déclenchement du contrôle. Donc ça ne change pas d'avant. Mais au moins, le contribuable, il n'y aura pas le jeu de dupe initial. Le contribuable, il saura parfaitement les comptes connus par les impôts. Et il y en a de plus en plus qui sont connus par les impôts. Les systèmes de verrouillage ont été quand même assez efficaces. Contrôle social. Ah, ça, c'est une mesure qui peut faire très mal à certaines entreprises. Alors, cette année, ils ont décidé de sanctionner encore plus les personnes coupables de travail dissimulé. Et ceux qui sont coupables indirectement de travail dissimulé, à savoir ceux qui emploient des entreprises qui elles-mêmes ne payent pas leurs charges sociales. Autrefois, jusqu'à 2022, celui
le donneur d'ordre qui employait un sous-traitant et qui lui-même ne payait pas ses charges sociales, il était co-responsable du paiement des charges sociales non payées du sous-traitant. Mais il y avait un plafond. Donc 15 000 € pour les personnes physiques, 75 000 €, et ce plafond était analysé tous les mois. Maintenant, il n'y a plus de plafond. C'est-à-dire, alors, que je sois bien claire, c'est, par exemple, je suis une énorme entreprise, j'emploie plein de sous-traitants et j'ai plein d'exonérations. J'ai mes salariés, je les paye et après, il y a la réduction client sur les bulletins de paye. Donc, ça peut représenter des montants d'argent très, très, très conséquents. Autrefois, on me disait, bon, ok, tu es solidaire, mais dans la limite de 15 000 € d'exonération sociale sur tes bulletins de paye ou de réduction de cotisation. Maintenant, tu es solidaire de la totalité de toutes les aides qu'on t'a accordées sur les bulletins de paye. Réduction en Fillon, tu n'en as plus, totalement. Et toutes les exonérations que tu pouvais avoir, plus rien non plus. Pour certaines sociétés, ça peut être énorme la conséquence. Après, c'est plus le même enjeu. Hein. C'est un moyen très simple de mettre la pression sur les donneurs d'ordre, hein, vous l'avez bien compris. C'est soit vous êtes vigilant et faites ce qu'il faut pour vérifier la situation, notamment sociale de vos sous-traitants, soit c'est dans ce cas-là la sanction est ça. Ça monte très vite, hein, la réduction Fillon, on s'en rend pas compte, mais la réduction base salaire, ça peut, en fonction du nombre de salariés, ça peut représenter des montants astronomiques. Les collectivités sont concernées? Là, je ne sais pas. J'ai pas eu l'info. Attendez, je regarde. Normalement, c'est les entreprises clés. Mais je regarderai. C'était pas marqué dans les informations qu'on avait eues. Ça fait des années que l'Urssaf communique là-dessus. Hein. Depuis les années 2010, ils n'arrêtent pas de communiquer sur le travail dissimulé, le délit de faire appel à un sous-traitant dont on n'a pas demandé, à qui on n'a pas demandé une attestation de vigilance pour vérifier qu'il payait bien ses charges. Là, ça continue à peser. Alors là, c'est pour bon, après, quand nous, on fait des payes pour vos salariés, on prépare et puis on vous les envoie, notamment, mais il y a des tas de prestataires. Et lorsqu'on fait des payes, on envoie chaque mois une DSN. Donc, une DSN, c'est une déclaration sociale nominative. Et ça permet de donner à toutes les caisses sociales les données du mois. Donc, ça envoie en flux informatique. Donc, jusqu'à présent, les caisses captaient les flux, les analysaient et quelquefois identifiaient des incohérences. Sauf qu'elles n'avaient pas la main pour rectifier les incohérences qu'elles avaient identifiées. Aujourd'hui, les Urssaf, notamment, auront le droit de modifier une DSN erronée et de demander le complément qui n'a pas été payé. En fait, ils ont l'autorisation de recalculer tout ce qui a été mal fait. Alors qu'avant, ils nous demandaient de rectifier les DSN. Le prestataire qui faisait les payes, maintenant, ils ont toutes les cartes en main. Voilà. Donc, ça va encore plus loin dans leur pouvoir. Alors oui, là c'est un peu, c'est pour donner lutte contre la fraude sociale. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que les agents de contrôle à la protection sociale ont de plus en plus de pouvoir. Les agents de contrôle à l'inspection du travail ont de plus en plus de pouvoir. Et les sanctions qui sont applicables en cas de non-transmission d'informations sont de plus en plus lourdes. Donc, c'est pour éviter la fraude sociale qui représente un montant qui est largement sous-estimé. En fait, on voit ici le pendant qu'on a eu il y a quelques années avec l'administration fiscale. Il y a quelques années, on a renforcé les capacités de l'administration en matière de contrôle fiscal. Et là, en fait, ils ont fait le pendant en matière de contrôle boursier. Contrôle contrôle de l'inspection du travail. Avec, ça c'est intéressant aussi, la transmission d'informations par l'administration fiscale. Donc, elles se parlent les deux administrations. Ça se parle beaucoup plus qu'il y a quelques années. Concrètement, une entreprise qui a un contrôle fiscal qui ne s'est pas bien passé a forte chance d'avoir un contrôle URSSAF, ou vice-versa, parce qu'en général, on a plus souvent des contrôles URSSAF que des contrôles fiscaux. Il va y avoir certainement des exemples qui vont être extrêmement rapides entre les deux contrôles. Et c'est la fin de la première partie. Vous avez vu que c'était une loi de finances qui n'est pas très novatrice, il n'y a pas de mesure particulière. Pour tenir, c'est la CVAE, ça, la modification des règles afférentes à la CVAE. Et puis pour les particuliers, la modification des règles relatives à tout ce qui est les travaux d'économie d'énergie. Puisque vous avez bien compris qu'on est dans un système sur lequel on a réformé les classifications des immeubles, notamment tout ce qui est bâtiment, le diagnostic thermique a été modifié, ce qui a entraîné des dégradations de cotation de immeubles.
Et en parallèle, il y a des interdictions progressives de louer des bâtiments à faible efficacité énergétique. Donc, pour l'instant, les passoires thermiques G, classés G, ne sont pas permis à l'application, mais progressivement, ça va s'étendre. Pour anticiper le fait qu'il pourrait y avoir des logements qui sortent du marché locatif parce qu'ils ne respectent pas les conditions, donc l'État met en place des systèmes pour aider à l'amélioration des performances énergétiques des logements. Donc on est dans cette tendance aussi à l'économie d'énergie. On le voit pour les particuliers, et on le voit aussi pour les mesures afférentes aux entreprises. Système de crédit d'impôt spécifique pour les travaux énergétiques. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a des points importants? C'est ceux-là qui m'ont marqué. Non, les sanctions qui s'alourdissent. Oui, Voilà. C'est contrôle. en gros, les contrôles sont de plus en plus lourds quand il y a des fraudeurs. Mais pour le reste, il y avait quand même le droit à l'erreur. Du contribuable, c'était né l'année dernière. C'est que quand on est de bonne foi et qu'on s'est trompé, on dit excusez-moi, je me suis trompé, il y a moins de pénalités. Mais pour les gros fraudeurs, les sanctions sont beaucoup plus lourdes. Et on va le voir après avec la facture électronique. L'administration fiscale aura beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans les entreprises. Vous avez des questions sur la partie loi de finances? Bon, c'est bon? Donc, la facture électronique, on va faire un petit point donc, sur les nouveautés, tout ce qui nous attend dans le passage à la facture électronique. Donc, la réforme sur le plan pratique, ça va être la fin de la transmission donc, des factures papier. Aujourd'hui, il y a un volume de facturation qui sont faits par les entreprises qui sont en format papier, même si le développement des factures au format PDF a été assez important. On va complètement changer de système à partir du 1er juillet 2024 pour passer sur une transmission numérique de l'ensemble des factures. Sur le plan pratique, je vous rappelle qu'il y a quelques années, donc dans les années 1980, on était sur des factures qui étaient 100% en facture papier. Et depuis, avec le temps, donc à l'époque, donc c'était en fait, on imprimait ces factures, ou pour certains, on les faisait à la main, on les envoyait par la poste, on les mettait dans la boîte aux lettres. Et il y a un temps de traitement qui était relativement long, ce qui est aussi décalé aussi les paiements, parce que vous avez la facture et le paiement dans les entreprises sont intimement liés. Vous voyez bien que quand vous avez des décalages dans la réception des factures, mécaniquement, les paiements sont très souvent retardés. Donc l'objectif de la facturation électronique, il est multiple. D'une part, alors permettre à l'administration fiscale d'avoir une vision très claire sur les modalités de facturation en France, et vous allez voir que le système est très bien conçu. Et d'autre part, soulager l'administratif des entreprises en permettant d'avoir un traitement automatisé beaucoup plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, dans un troisième temps, accélérer le mouvement de paiement avec des systèmes de paiement automatisés qui vont pouvoir être mis en place. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un certain nombre d'informations qui sont rattachées à la facture, vous allez pouvoir automatiser le paiement dès lors que le bon à payer a été donné. Donc, on va avoir se généraliser les paiements par virement en masse. Aujourd'hui, donc, le chèque est en train de disparaître, mais on pourra automatiser le process de paiement avec un système qui veut qu'on va recevoir la facture électronique, on va valider la facture électronique ou au contraire la rejeter, mais si elle est validée, mécaniquement, on pourra en même temps valider le paiement à la date d'échéance ou éventuellement modifier la date d'échéance si elle n'est pas conforme aux conditions contractuelles, mais ensuite, à partir du moment où on a modifié l'échéance, le paiement se fera de manière automatique. Donc, ça va entraîner un certain nombre de bouleversements dans les entreprises. Donc, dans les années 80, donc, tout se faisait à la main. On envoyait les factures par la boîte aux lettres. Voilà. Dans les années 90, on a commencé, il y a eu le début d'Internet, hein, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont un certain âge, donc le début des adresses mail. Et on commençait donc à échanger les courriers au format électronique. Donc, c'est là qu'ont commencé à apparaître les premières factures. Dans les années 2010, ont commencé à apparaître tout ce qui était la facture électronique obligatoire pour tout ce qui est le B2J, c'est-à-dire la sphère publique. Donc, c'est pour ceux qui travaillent avec des collectivités publiques, que ce soit l'État ou les collectivités locales, l'apparition du portail qui s'appelle Chorus Pro, sur lequel les entreprises ont été obligées de passer à la facture électronique pour pouvoir transmettre leurs factures à leurs clients collectivités publiques. En fait, la facturation électronique, celle qui arrive à partir de 2024, en fait, c'est indirectement une généralisation de tout ce qui a été fait avec Chorus Pro. Aujourd'hui, vous travaillez avec une collectivité locale, vous devez impérativement envoyer votre facture par Chorus Pro et demain, on va généraliser ce système-là. Sauf que le volume n'est pas tout à fait le même, vous allez voir. C'est-à-dire que Chorus Pro, c'est quand même un volume de factures qui reste raisonnable. Là, on va passer vraiment à la grande échelle.
3 catégories de facturation. La première, celle qu'on connaît déjà, je viens d'en parler à l'instant, les transactions d'une entreprise à une entité publique, d'accord, État et collectivité locale, B2B. Deuxième catégorie, tout ce qui est B2B, business to business, donc les transactions entre deux entreprises. Et ensuite, après, les transactions, le B2C, donc les transactions entre les entreprises et les particuliers. Juste avant de passer au volume, la définition des tailles d'entreprise, ça c'est important, vous ayez ça en tête, parce que les obligations dans le cadre du passage à la facture électronique ne vont pas être les mêmes selon la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que le changement va être brutal pour une grande entreprise et va être progressif pour les micro-entreprises. Donc la micro-entreprise, ce n'est pas l'auto-entrepreneur au sens où on l'entend sur le plan fiscal, hein, la définition de la micro-entreprise sur le plan juridique. C'est des entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros. D'accord, donc c'est-à-dire un seuil beaucoup plus important que la micro-entreprise qu'on a définie sur le plan fiscal ou sur le plan comptable, social. La PME, donc ça c'est la définition européenne du terme. Entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou total du bilan 43 millions. Alors en général, c'est plutôt les seuils d'effectifs et les seuils de chiffre d'affaires qui s'appliquent. Donc ça, c'est les PME. Les ETI, c'est la strate supérieure, donc les entreprises de taille intermédiaire, 5000 personnes et un chiffre d'affaires de 1500 millions d'euros ou un total de bilan de 2 milliards. Et les entreprises, les grandes entreprises, c'est celles qui dépassent ces seuils-là. D'accord ? Donc, vous avez ici la répartition des petites entreprises, des entreprises par la taille. Vous voyez que les TPE, il y en a 3 850 000. Il y a à peu près 4 millions d'entreprises en France. Donc, 96% sont des TPE. D'accord ? Donc, celles qui font moins de 10 personnes et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que le gros des bataillons, c'est ces 3 850 000 entreprises. Pardon. Les PME, c'est à peu près 150 000 entités. Les ETI, 8 000. Et les grandes entreprises, il n'y en a que 300. Vous voyez, ça ne concerne pas grand monde. D'accord ? Et vous avez à droite le volume des transactions, et c'est là où je vous disais que ce n'est pas du tout la même chose. Chorus Pro, c'est tout ce qui est B2J, d'accord ? C'est à peu près 100 millions d'euros de factures par an, 100 millions de factures par an. Tout ce qui est B2B, c'est 2 milliards de factures. Vous voyez qu'on on a changé c'est 20 fois plus, donc 2 milliards de factures par an. Et les transactions, tout ce qui est B2C, c'est estimé à peu près à 20 milliards de factures par an, d'accord ? 20 milliards de transactions par an, qui ne donnent pas forcément lieu à des factures, d'accord ? Sur le plan pratique, toutes les entreprises qui sont concernées par la facturation électronique sont les entreprises qui sont assujetties à la TVA. D'accord ? Donc, assujetties à la TVA, ça peut être aussi les micro-entrepreneurs qui sont dans le champ de la TVA, mais qui sont exonérés parce qu'elles sont de petite taille. Donc, ça veut dire qu'une micro-entreprise va être concernée aussi par la facturation électronique. Les seules entités, grosso modo, qui vont être hors du champ de la facture électronique, c'est notamment tout ce qui est la sphère sociale, par exemple, un médecin, une infirmière. Eux sont carrément hors du champ de la TVA, ils ne seront pas concernés par cette réforme. Sur le plan pratique, ça va se passer comment? Donc là, vous avez le B2J, donc ça, on a basculé en 2020, d'accord? Et donc, ça concerne toutes les entreprises. Vous avez deux pictogrammes. L'obligation de recevoir des factures et l'obligation d'émettre en facture électronique, d'accord? Donc, pour tout ce qui est B2J, vous devez émettre des factures électroniques ou vous devez pouvoir les recevoir, ça c'est pour les collectivités, depuis 2020. D'accord? Donc tout ce qui est la sphère publique, ça y est, le problème est réglé. Tout le monde est passé à la facture électronique en émission ou en réception. Si vous étiez une petite entreprise qui travaille avec une collectivité publique, vous n'aviez pas le choix. Si vous vouliez être payé, il fallait pouvoir générer une facture électronique. Et c'est après que ça change. Donc tout ce qui est B2C, B2B, donc ça va changer par étapes. Donc, les petites entreprises, elles vont devoir, à partir de juillet 2024, être capables de recevoir et donc de traiter une facture électronique. Donc, concrètement, une petite entreprise qui travaille avec une grosse entreprise va être capable de réceptionner et donc de traiter, devra être capable de réceptionner et de traiter une facture au format électronique. D'accord ? Donc ça, c'est valable. Juillet 2024 sont concernées les micro-entreprises et les ETI. Les grosses entreprises, les 300 dont on parlait tout à l'heure, elles, ça ne va pas leur poser de problème parce qu'elles ont déjà l'habitude. Donc elles devront recevoir et émettre en facture électronique. Et après, ça va basculer en 2 étapes. Janvier 2025, les ETI basculent aussi en émission obligatoire en facture électronique. Et à partir de janvier 2026, tout le monde est concerné. D'accord. Les associations, elles sont considérées comme des micro-entreprises, hein? Alors, normalement, ça dépend si elles vont être dans le champ ou pas de la TVA. D'accord. N'oublions pas qu'une association qui est hors du champ de la TVA, pour moi,
ne sera pas concernée par la facture électronique. D'accord? Par contre, une association qui a des activités commerciales, d'accord, je vends des tickets, je vends des prestations, j'ai une activité commerciale en plus d'une activité à but non lucratif, c'est possible, hein, tu vois, une sectorisation, elle va bien entendu être concernée par la facture électronique. D'accord? Donc normalement, en ce qui vous concerne, vous n'avez pas de concerné. Bon, ceci dit, il ne faut pas se voiler la face. Dans la pratique, toute structure qui émet une facture avec un logiciel de facturation, donc notamment une association qui utilise un logiciel de facturation, entre guillemets, du commerce pour émettre ses factures, mécaniquement, le logiciel de facturation va être adapté. D'accord? Un logiciel de facturation qui, à partir de juillet 2024, n'est pas capable d'émettre des factures électroniques va disparaître du marché. Pourquoi? Parce qu'il va perdre progressivement tous ses clients. D'accord? Donc, tous les éditeurs, en ce moment, tous les éditeurs de logiciels de facturation sont en train de plancher sur le sujet. Pourquoi? Parce que sinon, après, ils n'auront plus de clients. D'accord? C'est comme ceux qui fabriquaient des caisses. À partir du moment où il y a eu la norme NF525, ben, tout le monde a été obligé d'y passer. D'accord? La loi va contraindre les éditeurs à s'adapter. D'accord? Donc, ça va être une bascule qui va être progressive dans le temps. Voilà. Mais ça va aller assez vite. D'accord? Ça va aller assez vite. Pas trop, parce que il y en a qui facturent une grande entreprise va être obligée de l'envoyer sur tout le monde. Alors ça, c'est voilà. Alors, ils n'accepteront pas, les grandes entreprises n'accepteront pas de voir. Alors, bien entendu, c'est le risque. Voilà, c'est le risque. C'est le risque. C'est qu'il y a le droit et il y a la réalité de la négociation et de la pression économique. Voilà. Oui, il risque de ne pas y avoir de négociation. D'accord, on est d'accord. Alors, moi, je suis pas trop inquiet parce que je pense que au niveau des éditeurs, ils vont aller quand même assez vite. D'accord. Une facture électronique, on va le voir, c'est un format de fichier. D'accord. Donc, il suffit d'être capable de gérer un format de fichier qui va répondre à un certain nombre de conditions. Donc, on attend la fixation définitive du cahier des charges, mais on a dans les grandes lignes comment ça va se passer. C'est un fichier PDF avec des balises XML qui vont être intégrées dans la pièce. D'accord? Ça va être ça le principe. La question qui se pose, c'est quelles sont les informations qui vont être incluses dans la facture. Aujourd'hui, vous savez qu'une facture, elle doit répondre à un certain nombre de conditions. Il doit y avoir un certain nombre de mentions qui doivent être obligatoirement indiquées sur les factures. Bon. Si votre facture, il manque des informations, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Elle n'est pas régulière, vous avez une amende potentielle parce que vous avez oublié, je dis n'importe quoi, de mettre la forme juridique de votre société ou votre capital social ou votre numéro SIRET. C'est irrégulier, mais ça n'empêche pas votre fournisseur de payer la facture. Demain, ça va être différent, parce que c'est le système qui va bloquer votre facture. D'accord? Donc, ça veut dire que mécaniquement, dans le paramétrage des logiciels de facturation, il faudra être vigilant à ce que toutes les mentions obligatoires soient bien implémentées. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un endroit dans la chaîne où la facture va être bloquée. D'accord? Alors, je pense que les éditeurs vont être malins. Il y aura un contrôle de cohérence des informations qui vont être au départ pour que la facture ne parte pas dans le circuit avec des mentions irrégulières. Ceci dit, il peut y avoir un blocage pour les mentions manquantes, mais pas de blocage pour les mentions fausses. D'accord? C'est-à-dire l'informatique, parfois, ils sont un peu bêta, hein, il y a l'information dans la case, c'est considéré comme bon, mais ça ne contrôle pas l'information. D'accord? Donc, il pourrait y avoir quand même des systèmes sur lesquels des factures partent avec des mentions qui sont irrégulières ou en tout cas inexactes. Si c'est Chorus, hein. Alors, l'outil, ça va être un dérivé de Chorus. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va rentrer un peu plus dans le détail, hein, mais vous allez voir que ça va être en fait une adaptation de Chorus. D'accord? Ben, l'avantage, c'est que Chorus fonctionne. D'accord? Bon, il y a eu quelques ratés au départ, hein, comme partout quand on met un système. La seule différence qu'il y a, ça va être le volume. D'accord? C'est-à-dire la capacité, on l'a vu, vous vous souvenez, quand il y a eu le Covid avec l'activité partielle, on a mis en place, on a utilisé un schéma existant. D'accord? Il y avait déjà des systèmes d'activité partielle. La différence, c'est que le volume a explosé en quelques semaines. Ça les a fait cracher. Hein. Et là, tout a planté. Avec un SH, c'est-à-dire derrière, ils n'ont pas pu gérer pendant 2 mois. Ils étaient bloqués, les services, ils n'étaient pas prêts. Donc là, ça va être le même système. La différence, c'est qu'on connaît grosso modo la volumétrie et qu'on a un peu de temps pour s'adapter. Bon, alors ceci dit, l'expérience récente du guichet unique a montré que même avec un certain délai, on se plante quand même, hein, puisque vous savez que les formalités juridiques ont basculé à l'INPI depuis le début de l'année, c'est une catastrophe. Pourtant, c'était prévu depuis longtemps, pourtant, ça aurait pu être testé depuis longtemps, on avait la volumétrie, ça n'a pas marché quand même. Voilà. Donc normalement, on croise les doigts,
il y a intérêt à ce que ça marche. Ah oui, Parce que d'accord. quand vous allez voir le schéma tout à l'heure, c'est s'il y a un grain de sable dans le schéma, les factures n'arrivent pas au destinataire. D'accord? Donc, les factures n'arrivent pas au destinataire, et bien entendu, vous ne serez pas payé par votre client, puisque l'idée, ça va être d'automatiser les process. D'accord? Mais ça va fonctionner que si la pièce, la facture, arrive au bout, et que votre client peut la traiter comme il faut. Parce que les paiements vont être liés au process. Voilà. Donc, on va s'amuser un peu. Alors, les objectifs de la réforme, je vous ai dit, simplifier la vie des entreprises, un allègement de la charge administrative. Donc, c'est clair que on va beaucoup plus automatiser la facturation. Et surtout, derrière, on va automatiser le traitement de la facture. Aujourd'hui, dans les comptas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant, dans les entreprises et les services comptables, mais aussi dans les cabinets, on avait des factures papier, on enregistrait des écritures. Donc après, on est passé au numérique avec un système sur lequel on scanne la facture. Il y a un système d'OCR, de reconnaissance de caractère, qui analyse la pièce, qui propose une affectation comptable. Ça, en 2024, c'est fini. D'accord? Il n'y en a plus, par définition, parce que ça ne sert à rien de scanner une facture qui est déjà au format électronique. Donc tous ces systèmes-là vont disparaître. Donc il va y avoir beaucoup plus d'automatisation dans le traitement des comptables. D'accord? Ce n'est pas un métier d'avenir d'être comptable dans les entreprises. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Hein. C'est-à-dire, le logiciel comptable, il aura déjà les flux électroniques des factures et il les traitera automatiquement. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a toute une masse d'informations qui sont en annexe de la facture, que l'ordinateur va lire et va traiter de manière automatique. D'accord? Donc, le gars qui faisait de la saisie comptable, il faut qu'il se pose des questions. Il faut qu'il attende la gestion d'erreurs de flux. C'est pas. Oui, on traite de la. On va traiter de la donnée informatique beaucoup plus que de la pièce comptable. Déjà, on en traite de moins en moins, mais on ne va plus en traiter du tout. La pièce comptable, elle sera complètement dématérialisée. Donc, ça sera de l'informatique. Pour tenir jusqu'à 64 ans, il va en avoir du mal. Oui, alors, on a déjà eu l'expérience. Souvenez-vous qu'autrefois, on était en tout papier, par exemple, les déclarations de TVA. Il y avait des gens à l'administration fiscale qui saisissaient les déclarations de TVA. D'accord? Aujourd'hui, tout est en EDI. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont basculés en partie au contrôle. Je peux vous dire que ce n'est pas beau à voir. Parfois, on a des questions. Ils ont été reclassés. Donc là, de la même manière, il faut réfléchir à comment reclasser ces personnes-là. Si demain, effectivement, une partie dont le boulot risque de disparaître. Faciliter les déclarations. Alors ça, c'est un grand truc de Bercy. L'idée, c'est de supprimer la déclaration de TVA. Parce que Bercy se dit, mais en fait, comme toutes les factures vont passer par une plateforme sur laquelle moi, administration fiscale, je vais avoir l'œil. Comme je sais que dans toutes les factures, j'aurai le numéro SIRET de la société qui émet la facture et celui du client, je connais tout. Je fais les comptes. Je fais les comptes. D'accord? Donc ça, ce n'est pas encore opérationnel. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui réfléchissent beaucoup à Bercy. Depuis des années. Hein. Voilà. C'est un grand dada de Bercy de collecter la TVA sans qu'il y ait de déclaration. Pour l'instant, c'est l'entreprise qui déclare la TVA. Dans certains cas, elle peut être tentée de déclarer ce qu'elle veut. Donc, notamment des montants qui sont sous-évalués par rapport à ce qu'elle aurait dû notamment déclarer. Avec ça, c'est fini. Ça en fait rêver plus d'un, Bercy, je peux vous dire. D'accord? Lutter contre la fraude, bien évidemment. Juste une information, les premiers qui sont passés à la facturation électronique, c'est l'Italie. D'accord? 1er janvier 2019, Big Bang en Italie passe à la facture électronique. Résultat en 2019, 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires en matière de TVA. Pourquoi ils sont passés à la facture électronique? C'est bizarre. Hein? D'accord? Donc, bien évidemment, ça va éviter qu'il y ait des gens qui émettent des factures, des entreprises qui ne reversent pas la TVA, alors que celle qui a reçu la facture l'a déduite. Le gros problème de l'État aujourd'hui, c'est la TVA, normalement, c'est neutre, c'est un impôt qui est neutre, sauf que ça n'est pas neutre quand on a qui récupèrent de la TVA et que ceux qui l'ont collectée ne l'ont pas reversée. D'accord? Donc l'objectif, c'est ça. D'accord? Et puis alors, accessoirement, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité économique, évidemment, puisque l'État va avoir la connaissance en temps réel, à peu près, de toute l'activité économique qui se passe en France. D'accord? Ouais. Petit chargeur. Oui, mais n'importe quel chargeur peut marcher.
Dès qu'on parle de Bercy, on sent mal. Allez savoir pourquoi. Donc, pour les présentations. Il est fatigué, votre ordinateur. J'ai encore de quoi continuer un peu. Navigaire, Oui. il faudra sortir votre véhicule avant 19h45 de chez les voisins. Ok. Parce qu'on risque de vous retrouver bloqué. Et de rentrer à pied. Mais il y a des classes qui sont libérées. Il y a des classes qui se sont libérées, donc il n'y a pas de souci. Mais juste pour vous. Ouais. Donc les avantages, j'ai dit un petit peu l'optimisation du process, une augmentation de la productivité sur la gestion administrative des factures, hein, ça on imagine facilement ce qui peut se passer. L'amélioration de la trésorerie grâce à un raccourcissement du circuit de paiement et une diminution des erreurs. D'accord. La logique, c'est que si vous avez automatisé votre système de paiement, c'est payé en temps et en heure, et il n'y a pas d'oubli, et vous gagnez en efficacité. D'accord. Parce qu'en fait, on va générer des lots de virements, en fait. Hein, d'accord. Donc, vous avez encore beaucoup d'entreprises qui se connectent sur le site internet de leur banque et qui font des virements un par un. D'accord. Ça va être fini. À partir du moment où on a décidé qu'on allait pouvoir régler les factures globalement, ça va être fait de manière automatique. Et puis, éventuellement, une sécurisation des déclarations de TVA, possibilité de pré-remplissage, j'en ai parlé un peu. Pour l'État, voilà, visibilité beaucoup plus précise et rapide sur la réalité des transactions financières. Vous avez bien compris quel était l'intérêt de l'État. Anticipation plus rapide des mouvements macroéconomiques. Donc, voilà, c'est-à-dire que les informations qui sont données par et ça marche. Donc là, ça donnera une visibilité à l'État beaucoup plus importante sur le fonctionnement. Donc la facture électronique, c'est quoi? Donc c'est une facture qui est dématérialisée de bout en bout, donc créée de manière électronique par le fournisseur, émise par le fournisseur à son client professionnel via une plateforme dédiée. D'accord. Donc il y a des plateformes qui vont être homologuées par l'administration fiscale. Vous allez voir le schéma après comment ça fonctionne. Reçu par le client professionnel via sa plateforme dédiée, c'est-à-dire que chacun va avoir une plateforme auquel il va être attaché, et un peu comme une adresse mail, en fait, on va envoyer la facture, et puis après, le système on n'est pas rentré dans le détail dans la présentation, mais le système, avec l'identification du client, va acheminer la facture directement chez le client. Et tout ça de manière dématérialisée, et bien entendu, la facture sera archivée par le client et par le fournisseur de façon dématérialisée. D'accord ? Alors après, l'archivage, il va avoir moins d'importance. Aujourd'hui, vous savez qu'en cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale vous demande des pièces. Demain, il n'y a plus rien à vous demander, elle aura tout. Donc, ce sera plus simple. D'accord. Il est beau le monde de demain. C'est Big Brother. Alors, vous imaginez quand même les bases de données que ça va faire derrière, hein, les data, la gestion des data qu'il y a. Hein, d'accord. Et les contraintes de cybersécurité. Et la sauvegarde chez qui, surtout? En France, normalement. Normalement, en France, alors, il y a les plateformes. Les plateformes vont proposer aux entreprises de sauvegarder les données. D'accord. Donc, il y a la plateforme publique qui devrait éventuellement sauvegarder les données, proposer l'archivage, et surtout ce qu'on appelle les PDP, donc qui vont être les plateformes privées qui vont, elles, proposer l'archivage aux entreprises. Mais il n'est pas gratuit. Ben non. Non. Après, c'est pas toujours mieux que sur les clouds, tout ce qu'on met en ce moment en place, pareil sur le Oui, voilà. Après, alors disons que ça fera peut-être plus, plus cadré. Ouais, certainement. L'archivage, le stockage, etc. Mais la mise en paiement, elle se fait automatiquement aussi. Alors, ça, après, c'est l'entreprise qui décide. Après, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va recevoir la facture. D'abord, il y a un process de validation de la facture, comme partout. C'est-à-dire qu'une facture, il peut y avoir des erreurs de quantité, des erreurs de prix. Donc, le client, quand il va recevoir la facture, il va déjà la valider. Ça va entraîner de manière automatique un message retour. Vous savez, comme en matière sociale, hein, il y a un flux retour. Donc, le flux retour va dire la facture est acceptée ou au contraire, elle n'est pas acceptée. D'accord. Donc, si elle n'est pas acceptée, il y aura une facture rectificative qui sera générée. D'accord. Tout ça dans le système. À partir du moment où tu as accepté la facture, tu as accepté éventuellement les conditions de paiement, etc., qui sont dedans. D'accord. Et après, derrière, comme tu as la donnée qui est attachée à la facture, tu peux générer, mais ça, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ça va accélérer le process, mais ça, on n'est pas dans le cadre imposé par la réglementation. Ça, c'est après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après. À partir du moment où on a une donnée sous forme numérique, on peut l'utiliser pour gérer les paiements, comme on peut l'utiliser pour gérer la comptabilité. D'accord.
Mais ça, c'est pas une obligation légale. Mais c'est la logique du système. C'est la logique du système. Voilà. Dès lors qu'on a l'information, on y est. Donc, une facture dématérialisée, ça n'est pas un PDF que j'ai fait ma facture sur Excel et j'ai généré un PDF. Ça, c'est pas une facture électronique, hein. Ça, on est bien d'accord, hein. C'est une facture qu'on a bidouillée, etc. Donc, la facture Excel, ça sera terminé, hein. Bien entendu, vous avez compris qu'elle ne répond pas aux critères, même si vous générez un beau PDF, c'est fini ça. D'accord? Pardon. Quid des transactions internationales? Est-ce que ce système il est harmonisé au niveau européen? Non, non. Alors, chacun a son système et chacun a des process. Chaque pays a un process qui est propre, même si dans la pratique, on s'est inspiré de l'expérience des premiers. D'accord? Je vous ai dit, les Italiens, les Espagnols ont été précurseurs et donc Bercy a regardé. Vous avez des rapports de Bercy qui analysent les process qui ont été développés à l'étranger. Pour l'instant, c'est pas harmonisé. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas super cohérent, d'accord? Parce qu'on aurait pu imaginer qu'on mette en place un système qui soit compatible, au moins dans l'Union européenne. Alors, je pense que ça va être fait dans un deuxième temps, car pour l'instant, chacun a son truc, mais j'imagine qu'une fois que tous les pays seront individuellement passés à la facture électronique, ça m'étonnerait qu'au niveau européen, ils n'aménagent pas Vu comment fonctionne la coopération entre les administrations fiscales des différents pays, j'imagine pas qu'il n'y a pas à un moment donné un partage de ces données-là. D'accord? On va se poser le problème de la réception des factures. On pose des factures à l'épice par les sociétés françaises, par les pays européens. Oui. À l'inverse, hein, peut-être. Je pense que ça sera rematérialisé pour les envois hors les éditeurs de logiciels. Ouais. Des modules qui permettent justement. Oui, le canal ne sera pas le même, bien sûr. Bien sûr. Ben, par définition, vous aurez, alors, selon comment on met le numéro de TVA intracommunautaire, déjà toutes celles qui sont dans l'UE, elles n'auront pas un numéro qui commence par FR, elles auront un numéro DE si c'est un allemand. Par définition, le logiciel il saura que c'est une facture qui va en Allemagne et pas en France, donc elle ne prendra pas le même canal. D'accord? Donc ça, c'est pas hyper compliqué. Les options de déclaration trimestre ou mensuelle seront conservées? Alors ça, pour l'instant, c'est conservé, mais il y a des chances pour que ça change. D'accord? Parce que la logique, déjà, la transmission, il y a un rythme de transmission qui va s'accélérer. D'accord? Donc, notamment pour tout ce qui est B2C. Parce que là, on a vu, le B2B, ça va être de l'instantané. Par définition, l'administration fiscale va avoir un temps réel. Dès que tu envoies la facture, elle passe par la plateforme de l'administration fiscale. Donc, ça sera du temps réel pour tout ce qui est B2B. Pour tout ce qui est B2C, c'est un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas de facture qui est mise, mais par contre, il est prévu des remontées de caisse. D'accord? Tous les 10 jours, des remontées de caisse. Donc, ça veut dire que la fameuse caisse NEF 525, elle va avoir quelques améliorations, d'accord, qui vont permettre d'envoyer toujours sur la plateforme, le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, verrouillage, transmission tous les 10 jours, c'est ce qui est prévu, des éléments de caisse à l'administration fiscale, au collecte de la donnée. C'est redoutable. Hein? Si j'ai deux entreprises, par exemple, j'ai ma fille qui est assujettie à la TVA, pas moi. Est-ce que je peux choisir volontairement, pour la société mère, de rentrer dans le processus ou pas? Si j'ai deux sociétés dont une n'est pas dans le champ. Alors, c'est une bonne question. Alors, à mon avis, alors, c'est une obligation oui, c'est une obligation pour celle qui est à la TVA. Par contre, l'autre, pourquoi est-ce qu'elle ne rentrerait pas dans le système? Je ne vois pas ce qui l'interdirait. C'est-à-dire, je me mets d'un point de vue pragmatique. Ouais. C'est que les dates d'après. Oui, mais alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais je vois pas ce qui empêcherait une structure non assujettie à TVA à utiliser le même système de facturation. Bon, Oui, parce que nous, sur des actions qui ne sont pas assujetties, on passe par compte. Ah oui, c'est voilà, exact. Ouais. Oui, donc la réponse, elle est là. Effectivement, on peut le faire aujourd'hui avec Chorus, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire demain avec. Donc, ce que doit garantir l'authenticité, donc évidemment, toutes les factures sont signées électroniquement.
D'accord? C'est une évidence, hein, on doit pouvoir authentifier quand ça a été fait, redater, etc. L'intégralité, donc l'intégrité pardon, du contenu, c'est-à-dire évidemment non modifiable, c'est le principe, d'accord? Et la lisibilité dans le temps, ça c'est permis par l'archivage, d'accord? Le format dont je vous l'ai dit tout à l'heure, un format qui s'appelle FactureX, d'accord? Donc un PDF plus du XML et ça nous donne une FactureX, d'accord? Un PDF pour que ce soit lisible, parce que si vous connaissez le XML, c'est pas très lisible. XML, c'est pas, voilà, faut comprendre. C'est du codage. C'est du codage, c'est du code, voilà. Donc là, il y a la facture comme on la connaît aujourd'hui, pour que ce soit lisible, et seront attachées ces fameuses métadonnées qui seront en format XL et qui, elles, vont permettre de traiter la facture. Et c'est cet ensemble qui fait le FactureX. Et donc, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les logiciels généreront ça au format, ça, il n'y a pas de problème. On l'a vu hein, à l'époque, quand les logiciels comptables ont été adaptés pour générer un FEC, tous les éditeurs sont mis, ils n'ont pas le choix, hein, c'est la loi impose, l'éditeur. Donc, les fameuses mentions obligatoires, donc au départ, 24 mentions obligatoires, qui sont grosso modo celles qui sont aujourd'hui, hein, il y a à peu près ça, mentions obligatoires sur les factures. 8 mentions supplémentaires sont prévues en 2026, et après, Bercy prévoit éventuellement collecter plus d'informations. D'accord. Il y en a qui disent jusqu'à 300 données par facture, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir mettre comme truc. D'accord. Donc les factures émises par un outil bureautique ne pourront plus répondre à ces obligations, vous l'avez compris, hein, d'accord. Donc les factures Word, Excel, c'est fini. Enfin, c'est fini à partir de 2024. La création d'une facture, donc votre logiciel de facturation devrait être en capacité d'émettre vos factures au format X, d'accord. Il sera également opérateur, donc le logiciel de facturation est opérateur de dématérialisation, donc en fait il va être certifié lui aussi, parce qu'il vous permettra de justifier le fait que les factures qui sont générées par le logiciel sont bien conformes à la norme. C'est le pendant de la norme NF 525 pour les caisses. On va normaliser les logiciels. Voilà. Et ça va être envoyé sur le PDP, votre plateforme de dématérialisation, soit directement le PPF, ça sera le nouveau nom de Chorus Pro, c'est la plateforme publique. D'accord. Vous avez une définition, portail public de facturation et la plateforme de dématérialisation partenaire. Donc en fait, chacun va avoir une plateforme de dématérialisation partenaire et qui va être interfacée. Je crois qu'il y a un petit schéma normalement derrière. C'est beau. D'accord. Donc votre logiciel de facturation va envoyer soit directement sur le portail public, d'accord, soit passer par une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc vraisemblablement, je pense que l'accès direct à la plateforme publique va être certainement très verrouillé. Donc je pense que cette hypothèse-là, à mon avis, va être limitée pour des questions de sécurité. Donc je pense que l'État va vouloir qu'on passe par la PDP, parce que le PDP a l'avantage d'abord d'envoyer des lots beaucoup plus conséquents, et surtout de normaliser, de contrôler la qualité de l'information qui est envoyée par le logiciel de facturation. Les marques d'Aquitaine dans tout ça. Alors nous on est petits, alors par contre, on fournit déjà des logiciels de facturation à un certain nombre de nos clients, d'accord. Donc mécaniquement, il y a des petits logiciels qui s'appellent Mon Expert en Gestion qu'on fournit à nos clients, et donc mécaniquement les logiciels de facturation vont être adaptés, d'accord. Donc on fournira des logiciels de facturation qui seront normés. On ne sera pas PDP ou évidemment pas PPF. PDP, c'est en général des structures informatiques. Hein, ça peut être par contre certains éditeurs de logiciels qui vont être en même temps éditeurs du logiciel et PDP. D'accord. Ce ne sera pas des sociétés de services informatiques. Voilà, Such, par exemple, ils envisagent d'être PDP. Ils se posent la question, mais ce n'est pas encore officiel, mais ils sont récemment PDP. Et après, derrière, donc, ça passe, donc vous avez vu le circuit, donc ça passe par le portail public qui renvoie à l'administration fiscale, et la facture, elle arrive sur le PDP du client qui ensuite le diffuse au client. Et donc nous par contre, on récupérera l'ensemble des factures réceptionnées par le client, d'accord, puisque pour les clients dont on traite la comptabilité, mécaniquement, on va récupérer la donnée comptable, la facture électronique, d'accord. Puisqu'en théorie, tous les logiciels comptables sont à jour. Ils pourront capter les données. Voilà. C'est ce qu'on a compris. D'accord. Donc les logiciels de cabinet, pareil, traiteront la facture électronique. Après, ce qu'on ne sait pas encore, c'est sous quelle forme on va récupérer. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'à un numéro SIRET, qui est une entreprise, soit attaché à un cabinet d'expertise comptable, et que la plateforme nous envoie directement la facture sans même passer par le client. Voilà.
À partir du moment où on est référencé dans l'annuaire comme étant l'expert comptable de l'entreprise. Pardon? S'il y a un changement, ça doit être Oui. les 300 Ouais, données. ouais, ouais, voilà. Ouais, ça peut être dans les données complémentaires. D'accord? C'est vrai que je peux apprendre. Est-ce qu'il y a un flux dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on a là un coût, ça a été payé et ça remonte Le paiement, normalement, passe pas par ce biais-là. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la conformité de la facture ou le fait d'accepter la facture, il va y avoir un flux retour. D'accord? Il va y avoir un flux retour, notamment, et ça repasse par la plateforme. Donc, c'est intéressant parce que l'administration fiscale, il sera au courant quand il y a une erreur sur une facture et aura la facture rectificative. Donc oui, au niveau de l'acceptation de la facture par le client, ça passe par le système. D'accord? Le paiement, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il passe par le système. Alors, l'administration fiscale sera au courant de la date à laquelle normalement c'est payé, puisque ça fait partie des mentions obligatoires sur la facture. Par contre, il n'est pas prévu, jusqu'à présent, qu'elle ait l'information sur le paiement effectif. Mais il y a la banque, c'est la banque qui fournit l'information. C'est le crédit. Le crédit. Ah ben si, oui. Si on est crédité, l'information, voilà. La banque envoie l'information. D'accord? Mais ce n'est pas prévu que ça passe par ce canal-là. Pour l'instant. Ouais. D'accord? Oui, c'est pas un prélèvement chez le client, c'est un virement toujours. Oui, oui. Oui. Alors, ça aurait été un prélèvement, ça aurait été... Oui, le système du prélèvement va continuer à fonctionner, mais il n'est pas généré par la plateforme. Ouais. Voilà. Et à terme, en fait, c'est voué à remplacer tout ce qui est LCR et compagnie? Ah bah, à mon avis, oui. Ah oui. LCR, Ouais. Oui. Ça va être la généralisation. En fait, par défaut, il y aura une date de paiement à J plus. Oui, pour moi c'est le virement qui va devenir la norme. Oui. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a accepté la facture et la date de règlement de la facture, on peut mettre en place un process de virement automatique. D'accord? Vous avez validé la facture, vous avez donc validé le montant et vous avez validé la date de paiement. Et après, le prélèvement. Oui. Ou le prélèvement. Ou le prélèvement. Ou le prélèvement. Une fois que vous avez ce prélèvement, plutôt, une fois que vous avez signé, etc. Donc, ouais, les deux, ouais, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Il y a quand même des entreprises qui veulent avoir la main sur le virement. Ouais. Donc, celles-là, ils garderont le système virement. Et ceux qui acceptent le prélèvement par un coup. Comme c'est tracé, peut-être que les dates seront plus respectées. Alors ça c'est sans doute, c'est sans doute l'idée, hein, d'accord. Pour moi, ils disent bien que d'abord il y a un flux de traitement. On pourra plus dire que le client qui vous dit j'ai perçu la facture, il pensait que j'ai pas fait le paiement, d'accord. Là c'est fini, hein, d'accord. Là c'est fini puisque tout est tracé. Moi, je me pose même la question de la TVA collectée, alors même que ce n'est pas payé. Moi, je pense qu'au bout des 45 jours, 60 jours, etc., ils collecteront la TVA. Oui, à terme, oui. Tous ceux qui sont en TVA sur les débits, c'est-à-dire sur la facturation, les livraisons de biens, on peut imaginer que la TVA soit calculée et prélevée. Ça, ce qui pose le problème d'ailleurs du régime de la TVA sur les encaissements, puisque vous savez que les prestataires de services sont en TVA sur les encaissements. Ils payent la TVA quand la facture est payée et non pas quand la facture est émise. Au bout de 60 jours, ils capteront, on dira ça doit être payé. Si 2 mois, c'est fini, je capte. Ou alors ils suppriment le régime de la TVA sur les encaissements, ils harmonisent tout en mettant TVA sur les débits. Et là c'est bon. Le problème est réglé. C'est plus facile pour eux de calculer des déclarations. De l'autre côté, sur la réception, donc le PD, ça c'est la suite du schéma qu'on a vu tout à l'heure, le PDP de votre client, donc gère la facture, acceptation, rejet ou paiement, et ensuite l'envoi, portail public de facturation, administration fiscale, et le PDP, donc chez le client final. Ça, c'est le flux retour. L'archivage donc de la facture, donc normalement le PDP ou le coffre-fort numérique de votre choix, vraisemblablement il sera plus simple à mon avis le PDP. Deux notions, donc il y a beaucoup de termes anglo-saxons dans le système. Donc l'invoicing,
c'est tout ce qui est le traitement de la facture, d'accord? Donc, la facture électronique, donc, on fait les factures, on renseigne tous les éléments. Ça, c'est l'invoicing. Le e-reporting, c'est l'autre partie dont on parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui gère le B2C. Première partie, le B2B, deuxième partie, le B2C. Et donc là, vous avez les factures faites aux particuliers ou les tickets de caisse feront l'objet d'une déclaration dématérialisée spécifique. Le logiciel de facturation devra envoyer à l'État soit les factures, soit un agrégat des factures pour conserver l'anonymat des clients. D'accord? Donc, on va avoir un système de reporting. Donc, on n'envoie pas la facture, mais on envoie le reporting des transactions qui sont effectuées par l'entreprise, et ça de manière normalement à la décade ou à la quinzaine. D'accord? Avec le détail quotidien. Ouais, c'est le ticket de caisse dématérialisé, en fait. C'est le Z dématérialisé. D'accord? Voilà. Et donc ça, par contre, c'est automatique. Hein. D'accord? Voilà. C'est un peu chaud. Hein. Les flux, donc sur le e-invoicing, donc vous allez avoir des flux vers le client et l'administration fiscale. Les transactions qui sont concernées, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est B2B. Et la fréquence au coup par coup, donc dès que la facture est émise, elle rentre dans le système. D'accord? Donc c'est temps réel. Là, on fonctionne en temps réel pour tout ce qui est facturation, donc tout ce qui est B2B. Et le e-reporting, donc c'est vers l'administration fiscale. La fréquence du flux, donc hebdomadaire ou mensuelle, c'est pas encore tout à fait fixé la fréquence du flux. Et les transactions, donc les relations commerciales avec des partenaires professionnels non français, donc les étrangers, tant qu'il n'y a pas la facture électronique, ça sera du reporting, c'est-à-dire qu'on va déclarer le chiffre d'affaires fait avec des prestataires extérieurs, et puis surtout donc les ventes à des particuliers. Et a priori, dans un second temps, les flux de paiement et d'encaissement. C'est vraiment Big Brother. Hein. En résumé, donc, pour les différentes étapes, donc, au niveau de la création, donc, ça va être géré pour B2B, B2C, international et B2C, par soit le logiciel de facturation et la caisse. L'ensemble va devoir faire l'objet de modifications. Tout ce qui est émission, donc ça, c'est j'envoie la facture électronique et je la reçois, c'est le process d'invoicing, donc en temps réel, d'accord? Et par contre, pour tout ce qui est le reste, ça va être du reporting. D'accord? Donc, on a un agrégat de l'ensemble des factures, et ça sera pas, par contre, ça ne sera pas du temps réel, pour l'instant. Évidemment, tout est archivé. Ça marche, c'est clair? Ça, c'est la théorie, bien entendu, c'est la théorie. Donc, notre rôle, c'est d'informer les entreprises hein, pour accompagner dans l'évolution de l'organisation. Là, ça, je pense que ça va être extrêmement important. Proposer des solutions qui correspondent à l'activité de l'entreprise. Et puis, traiter les flux, notamment tout ce qui est échange des données comptables et fiscales. Donc, on va passer du scan de la pièce, hein, où le client qui nous récupère le PDF et le met sur une plateforme comme ça, c'est une outil comptable notamment, à un système qui va être complètement automatisé. D'où l'importance d'avoir des bons outils informatiques après derrière, et surtout un bon paramétrage. D'accord? L'enjeu du paramétrage va être un élément déterminant, parce que l'informatique, c'est bien, mais quand ça part de travers, ça part de travers. Le fait de connaître ça, ça vous permet d'anticiper les développements futurs aussi, de savoir ce qui va évoluer fiscalement dans l'environnement général. Donc, au moins, vous savez, même si vous n'avez pas l'outil aujourd'hui qui va permettre de traiter les flux, vous savez, vous avez des pistes pour organiser vos sociétés, essayer d'investir dans certains points. Donc, faut être à jour. Ça va aller assez vite parce que les annuaires, voilà, donc là, voilà. L'annuaire national qui a des boîtes mail en quelque sorte, hein, qui vont permettre, doit être constitué en fin d'année 2023. D'accord? Donc ça va aller quand même assez vite. Hein. Donc mécaniquement, pour être opérationnel au 1er juillet 2024, l'État a prévu que tout soit prêt fin 2023. Donc les derniers textes vont sortir maintenant assez vite. Les nouvelles plateformes vont commencer à être agréées en septembre. Voilà. Donc ça va être une année charnière 2023. C'est beaucoup d'étapes franchies. Parce qu'après, on va rentrer rapidement en phase de test. Si on veut être opérationnel le 1er juillet, il faut quand même qu'on ait testé le système un petit peu avant. Pour tout ce qui est note de frais, c'est la même chose. La télé aussi, la qualité aussi. Oui, alors
Alors, sur les notes de frais, alors la note de frais, normalement, c'est établi par le salarié, mais on peut penser que non, parce qu'il y aura quand même un certain nombre d'opérations qui vont rester manuelles, d'accord? La note de frais sur les 20 milliards de pièces, c'est pas des nombres qui sont colossaux. Donc, il y aura encore un certain nombre de pièces qui vont être traitées de manière manuelle, avec un système. Alors, il y a des logiciels maintenant de notes de frais, hein, sur lesquels le salarié peut saisir tous les éléments et puis ensuite ça rentre directement dans la machine. Donc, ce type d'outil va certainement se développer, mais par contre, ça passe pas par le système puisque c'est le salarié personne physique qui émet la note de frais à destination de l'entreprise. D'accord? C'est pas une facture d'une entreprise. Tout le système, c'est des factures émises par des entreprises à destination soit de collectivités publiques, ça c'est Chorus Pro, soit des entreprises, c'est le e-invoicing, soit à destination des particuliers, c'est le e-reporting. D'accord? Mais là, on ne parle pas de la transaction faite par le particulier. Le salarié, en tant que particulier, n'est pas concerné par le système. L'entreprise, Elle doit le traiter. Voilà. L'entreprise doit effectivement traiter cette pièce comptable résiduelle qui va rester et qui ne passe pas par la machine. Validation préalable de la part de l'employeur. Oui, mais là, par contre, on n'est pas dans le champ réglementé. On n'est pas dans le champ de cette nouvelle réglementation. Déjà aujourd'hui, l'employeur, il valide le fait que la note de frais elle est conforme, qu'elle est justificative et qu'elle donne le bon à payer. Ce système-là n'est pas modifié par la facturation électronique. Non, ce n'est pas concerné. C'est à part, c'est un autre canal. C'est un autre canal. C'est un autre canal, mais c'est un canal qui, en termes de volume, de pièces, ouais. En fait, ma question, c'est juste sur la TVA. Hein. Oui, la récupération de la TVA, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, tu penses qu'il y a effectivement de la TVA qui pourrait ne pas être récupérée parce que l'administration fiscale n'en a pas la connaissance. Oui, tout à fait. Pour l'instant. Ça va être pré-remplissage et qu'après, il va y avoir les data controllers. Mais ça fait pas des gros montants. Effectivement. Oui, puis ça ne vous intéresse pas. Voilà. Aujourd'hui, vous entendez parler de data controller. C'est les personnes qui vont contrôler les flux informatiques automatiques. C'est l'évolution de nos métiers, certaines parts de notre métier. Ils sont là pour la conformité, l'analyse, la vérification. Mais ils ne saisiront plus, ils ne seront plus acteurs du remplissage des logiciels. Voilà, la facturation électronique, c'est simple, on vous a dit. C'est comme les clients qui nous disent vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour sortir un bulletin de paye ou pour sortir un bilan, c'est pareil, ça va être pareil, c'est tout à fait ça. Des questions là sur ça? Ça va quand même faire bouger pas mal de choses. Hein. Ça va être obligé quand même de visualiser la facture. Alors, pas forcément, non. Non, alors on peut. Le data controller, Ouais. Alors en fait, on va utiliser les données. C'est les données qui sont dans la pièce, en fait. Hein. Donc, à la limite, on va juste contrôler que l'affectation, elle est cohérente, d'accord? Mais ça va être certainement par sondage. Hein. C'est l'auto-apprentissage de la machine. Ouais. Ça va être plus rentrant. Ouais. Oui, c'est ça. Et actuellement, c'est tout ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça, oui. Ouais. En partie. Mais ce sera beaucoup plus. Alors, il y a des systèmes sur lesquels, alors nous, c'est pas le choix qu'on a retenu. C'est-à-dire que le logiciel informatique propose une affectation comptable, mais il y a quand même un intervenant manuel qui a le visu chez nous, donc il voit passer la facture. Il y a l'outil qui propose une affectation et l'opérateur valide en disant je suis d'accord ou je modifie. Il y a des outils, logiciel conciliator par exemple, ils partent du principe qu'à partir du moment où le process est intelligent et il s'autocontrôle. Donc il dit là, j'ai interprété la facture comme il faut, donc ça passe, il n'y a plus de contrôle automatique, il n'y a plus de contrôle manuel. Toutes les factures de ce type, ce sera ça. Donc en fait, le conciliator, par exemple, classifie les factures vert, j'ai bien reconnu la facture, donc ça passe. Orange, je ne suis pas sûr de mon coût, et là, il y a une intervention manuelle. Et puis rouge, j'arrive pas à la traiter. Mais tout ça parce qu'on est sous l'OCR, c'est-à-dire on analyse une image. Et l'image, par définition, il n'y a plus d'aléa.
Le problème qu'on a, nous, c'est le client qui prend la photo avec son smartphone, il n'a pas fait attention qu'il y a de l'ombre, il y a du soleil, il y a du machin, il a pris de travers, etc. Et donc l'image n'est pas lisible. Ou elle est incomplète, il manque le hors-taxe, la TVA, le machin. Donc ça, le logiciel, il s'arrête. À ce moment-là, il dit je ne comprends pas, je ne trouve pas l'info. Ou des couleurs. Ou des couleurs. Voilà. Mais, donc aujourd'hui, quand on analyse une image, il y a encore un risque d'erreur. Demain, c'est de la donnée. Il n'y a pas d'erreur d'interprétation sur la donnée. Le seul truc qu'il y a, c'est l'ordinateur peut la mettre pas là où il faut, parce qu'il a mal été paramétré. Et voilà. Mais après, sur le reste, il n'y aura plus ça. Donc tous ces logiciels d'OCR, c'est d'océrisation, ça c'est fini, ça. Est-ce qu'il y a des questions en visio? Vous pouvez peut-être remettre vos micros, vos caméras aussi, on verra. On vous dira coucou. Je nous remercie. Merci. Je suis gentil. Merci à vous. Merci Martin. David Jupin. Il y a d'autres questions? La visio est-elle disponible en diffusion? Oui, si l'enregistrement a bien marché, la réponse est oui. Comme vous aurez les supports. Merci et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bon, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va passer à côté pour ceux qui sont là. C'est l'avantage du présentiel. Merci Martin. Bonne soirée.